Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau top 10 de choses à savoir sur l'espace. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir s'il était infini ou non? Ou encore s'il y avait une forme de vie dans celui-ci? Coucou. Bon d'accord, si c'était le cas, vous en auriez déjà entendu parler dans les journaux télévisés. Mais avez-vous déjà écouté l'avis de grands scientifiques? C'est ce pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est donc parti pour ce 19e épisode de top 10 sur les choses à savoir sur l'espace sur cette chaîne YouTube. Mais avant de réellement commencer ce top 10, j'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. D'après vous, y a-t-il une fin à l'espace? Je pense que si chacun met ce qu'il pense, nous pourrions faire de cet espace un lieu assez intéressant. Merci également d'y laisser un j'aime en fin de vidéo si tu l'as apprécié et de la partager. Si cette vidéo arrive à 100 j'aime, je serais juste super content, surtout avec le travail que j'ai fourni pour la mettre en place. Sur ce, c'est parti pour le numéro 10. Nous sommes infiniment petits par rapport à l'espace entier et il suffit de prendre comme exemple le dessin animé Horton pour s'en rendre compte. Imaginez que notre planète ne soit qu'une simple graine sur une fleur. Enfin, n'imaginez pas trop car c'est le cas pour notre planète. La Terre n'est en réalité qu'un simple petit point dans l'espace. D'ailleurs, avant de parler de l'espace, j'aimerais vous parler du ciel. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ne se sont même pas posé une seule fois la question de pourquoi le ciel était bleu. Enfin bleu quand il n'y a pas de nuages, hein. Ou pourquoi lors du coucher du soleil, celui-ci devient rougeâtre, jaune ou même rose. Bon, je ne sais pas si je vais vous apprendre grand chose, mais sachez que la couleur du ciel est transparent. Si celui-ci a une couleur la journée, c'est grâce aux rayons du soleil. Sans soleil, nous ne verrions que l'espace toute la journée. La couleur blanche de son rayon regroupe les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chacune de ces couleurs a sa propre longueur d'onde. La lumière passe donc en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle qui la renvoie dans une autre direction. En effet, quand les rayons du soleil rentrent dans l'atmosphère, ils rencontrent des atomes, des molécules d'air, des gouttes d'eau et de la poussière. Les molécules d'air ont la bonne dimension pour diffuser les plus courtes longueurs d'onde de la lumière, c'est-à-dire le violet, l'indigo et le bleu. Alors que les longueurs d'onde les plus longues, le rouge par exemple, ne sont à peu près pas diffusées par ces molécules d'air. Et d'ailleurs, si le soleil est jaune, c'est parce que ses rayons sont freinés. Dans l'espace, les astronautes confirment que celui-ci est complètement blanc. Nous avons tous déjà, lors d'une nuit calme, c'est-à-dire sans nuages, regardé les étoiles. Nous avons d'ailleurs l'impression qu'il y en a des millions dans le ciel, et pourtant, ce n'est pas le cas. À l'œil nu, nous pouvons en voir qu'au grand maximum 3000, et ce, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La raison est assez simple, l'œil n'est pas capable de distinguer un flux de moins de 50 photons par seconde, ce qui fait qu'il n'arrive pas à voir les lumières extrêmement faibles. Ce qui veut dire que les étoiles sont là, mais invisibles pour l'œil. Il nous faut donc des appareils appelés télescopes pour pouvoir les observer. Quand tu penses qu'il y a selon une estimation plus ou moins 10 exposant 23 étoiles dans le ciel, ce que nous pouvons donc voir dans le ciel à l'œil nu est vraiment infime. Les étoiles les plus chaudes sont appelées géantes bleues. Elles sont très brillantes et peuvent faire jusqu'à 18 fois la masse du soleil. Sachant que le soleil est 109 fois plus grand que la Terre, je vous laisse imaginer leur taille. Le problème est qu'il n'en existe pas énormément, et cela est dû à leur durée de vie qui entre guillemets est très courte. Je dis entre guillemets car elles vivent entre 10 à 100 millions d'années. Sachant que nous ne vivons en général même pas 100 ans, je trouve qu'on les plaint un peu vite. Non, en vrai, s'il est dit qu'elles ne vivent pas longtemps, c'est bien sûr en comparant les autres étoiles qui, elles, vivent des milliards d'années. Tu te sens puissant, beau, intelligent? Voilà ce que ta vie représente au niveau du temps de l'humanité. Je viens de zapper le moral de tout le monde là, non? Bref, revenons à notre étoile bleue. Il en existe en tout 3 dont nous connaissons l'existence. Il s'agit de Omicron Scorpii, de Rho Scorpii et Eta Tauri. Il y en a également une dernière qui est en train de naître, qui va s'appeler d'ailleurs Mycamelopardalis. C'est marrant les noms qu'on leur donne, je trouve. Durant leur durée de vie, elles commenceront par se consumer en brûlant leur hydrogène. Une fois celui-ci consommé, elles passeront à la combustion de l'hélium puis de l'oxygène. Elle aura alors, au bout de sa vie, constitué un noyau de fer. Elle explosera ensuite en une gigantesque supernova qui sera visible depuis la Terre comme une nouvelle étoile. Sa température atteint presque les 20 000 degrés, soit presque 4 fois la température du Soleil. Je vous propose maintenant de voir ensemble l'étoile la plus froide en numéro 7. Après les plus chaudes étoiles, parlons à présent des plus froides, voulez-vous? Attention, je parle bien des étoiles et non des planètes, sinon ça aurait été Pluton qui est la planète la plus éloignée du soleil avec une température de moins 228 degrés. En ce qui concerne l'étoile, ce sont des scientifiques de Pennsylvanie, aux États-Unis, qui ont annoncé avoir découvert la naine brune la plus froide jamais révélée en dehors de notre système solaire. Mais qu'est-ce qu'une naine brune, me diriez-vous? En fait, ce sont des objets trop peu massifs pour être considérés comme des étoiles, mais qui se forment de la même façon, c'est-à-dire à partir d'un nuage de gaz et de poussière.
La réaction thermonucléaire, qui est censée allumer l'étoile, ne peut donc se faire. C'est pourquoi les températures à la surface des naines brunes sont très inférieures à celles observées pour les autres étoiles. Ce n'est qu'après avoir observé 600 étoiles situées proches de la Terre que les scientifiques en ont trouvé une avec une température comprise entre 27 et 80 degrés Celsius. Ils l'ont alors baptisée WD0806-661b. Ils se sont crus dans Star Wars pour trouver un nom pareil ou quoi? Tu vas voir, d'ici 2-3 années, nous allons avoir une étoile appelée R2D2. Bref, cette demi-étoile se situait à 63 années-lumière, en sachant qu'une année-lumière représente plus ou moins 9460,730 milliards d'années, bah cela fait beaucoup. Vous allez me dire, ok, c'est bien cool de savoir ça, mais l'espace, lui, quelle température fait-il? Oh, mais quelle bonne question, et vous faites bien de me la poser. Ok. Déjà pour commencer, imaginez-vous, seul, face au soleil dans l'espace. Votre ventre éclairé par le soleil fera 150 degrés, alors que votre dos, lui, en fera moins 150. Est-ce que nous sommes d'accord jusque là? Non, bien sûr, cela est entièrement faux, et il suffit de prendre un thermomètre pour remarquer ça. Plongez-le dans l'eau chaude, et que remarquez-vous? Exactement, le liquide à l'intérieur va monter, mais un équilibre va s'établir. Si le thermomètre se réchauffe, alors l'eau, elle, va se refroidir, et donc perdre de l'énergie. Nous n'aurons donc jamais la température exacte du liquide. Et pour le frigo, le principe est encore différent. Le principe donc n'est pas de refroidir les aliments mais de leur retirer leur température. Du coup le frigo va ralentir les molécules de l'aliment, donc va prélever de l'énergie, mais cette énergie, ou plutôt ces molécules, doivent bien être jetées. Du coup si votre frigo est dans la cuisine, vous pourrez vous dire que refroidir un aliment, c'est réchauffer votre cuisine. C'est logique, non? Bon, après avoir parlé de thermomètre et de frigo, vous vous demandez sûrement le rapport avec l'espace et vous avez parfaitement raison. Mettons maintenant un thermomètre au milieu de l'espace. Nous sommes d'accord que rien ne pourra lui donner de l'énergie vu qu'il n'y a pas de matière autour de lui. Quand je parle de matière, je fais allusion aux molécules, aux atomes, etc. Mais s'il y a de la lumière venant du soleil, c'est de l'énergie de rayonnement. Le thermomètre va donc aussi se mettre en équilibre, recevant de l'énergie sur une face pour en dissiper de l'autre côté. Qu'indiquera-t-il? Eh bien, on n'en sait rien, ça dépend du thermomètre et de sa capacité à absorber de l'énergie par rayonnement. Les résultats de mesure peuvent donc être très disparates selon le thermomètre. Mais si l'on imagine un parfaitement absorbant, très loin de toute source solaire, celui-ci indiquera donc moins 270 degrés dans l'espace. C'est vraiment très froid, hein? Vous vous demandez peut-être s'il y a une fin à l'espace, et vous vous doutez malgré le titre de la vidéo que je n'en ai pas la réponse. En revanche, après avoir fait quelques recherches, je peux vous donner la réponse de scientifiques qui étudient le sujet. La première vraie question à se poser est la suivante: l'univers est-il fini ou infini? Prenez l'exemple de la Terre. Imaginons que vous vouliez faire un tour du monde en avion ou autre, je sais pas. Bref, on s'en fout. Vous savez très bien qu'une fois le tour effectué, après avoir pu observer de nouveaux continents, de nouveaux paysages, etc., que vous reviendrez au même point de départ. Eh bien, c'est ce que les scientifiques ont tendance à se poser comme question. Soit l'espace est comme la Terre, c'est-à-dire fini, puisqu'une fois arrivé au bout, nous recommençons au début, soit il est infini. La réponse à cette question n'a toujours pas été trouvée, surtout que si nous arrivions à confirmer que celui-ci soit fini, une autre question se posera. Qu'est-ce qu'il y a après l'espace fini ? Parlons à présent des trous noirs. Il s'agit d'un puits de matière sans fond d'où rien ne peut sortir. Un trou noir est en effet une petite région de l'espace où la matière est si concentrée que rien n'échappe à son attraction. Contrairement à ce que l'on croit, le trou noir ne fait pas disparaître les matières, mais absorbe la lumière et les atomes. Donc la taille d'une matière est énormément réduite. Par contre, il conserve sa masse. Par exemple, la ville de San Francisco ne serait pas plus grosse qu'une tête d'épingle, mais garderait le même poids. Y'a quelqu'un? Ohé! Maintenant que nous avons fait le tour de l'espace, enfin je veux dire le tour du sujet sur l'espace, parlons à présent de petites anecdotes concernant celle-ci. En troisième place, nous entrons le président des États-Unis, Richard Nixon, s'adressant aux astronautes de la mission Apollo 11. Cette mission avait pour but de se rendre sur la Lune pour la première fois. Armstrong et Buzz Aldrin, je crois que c'est comme ça, se sont retrouvés dans un bus complètement isolé. En bref, ils ont été mis en quarantaine durant 2 jours et demi. En effet, ils craignaient qu'il n'y ait une maladie mortelle sur la Lune. Anecdote numéro 2 qui n'est malheureusement pas très cool. Le 15 mars 2009, une chauve-souris a grimpé dans la paroi extérieure du réservoir d'une navette spatiale de la NASA Discovery pendant le décompte de la mission STS-119. La chauve-souris, surnommée Spicebat, paraissait mal en point, mais encore en vie.
Elle changeait de position de temps en temps et une caméra infrarouge montrait une différence de température avec le réservoir. Selon un expert du Marine Island National Wildlife Refuge consulté par la NASA, l'animal avait l'aile gauche brisée et des problèmes à l'épaule droite ainsi qu'à son poignet. Malgré le bruit et les tremblements dus au décollage, Spacebat continuait à s'accrocher. Elle a été certainement morte brûlée. Je ne m'enfuis pas, je vole. Cela a ému le public si bien que des chansons, images et vidéos en l'honneur de Spacebat furent créées. Et enfin numéro 1, dernière anecdote, et il s'agit de la plaque, excusez-moi de la prononciation, de Pioneer. C'est un peu comme une bouteille jetée à la mer mais envoyée par sonde spatiale. Ces sondes ont été envoyées en 1972 et 1973 pour que d'éventuels extraterrestres puissent apprendre et comprendre l'existence de l'humanité. Il y est donc gravé un homme et une femme nus ainsi qu'un message fournissant des informations sur l'origine des sondes. Elles ont quitté le système solaire vers 1980. Ce qui est encore plus dingue, c'est que ces sondes devraient survivre plus longtemps que la Terre et le Soleil, soit plus de 5 milliards d'années. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y laisser un j'aime et à la partager. Ce genre de vidéo m'a pris plus de 60 heures à mettre en place, donc si tu pouvais vraiment le faire, ce serait super sympa. Ah, et en même temps, si on atteint les 100 likes, ce serait également super cool de votre part. Abonne-toi si cela n'est pas déjà fait, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde!